En 2030, quelque part sur la Lune, un voyant vert s'allumera. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un réacteur nucléaire commencera à ronronner sur un autre monde que la Terre. Pendant que vous dormez, que vous travaillez, que vous vivez votre quotidien terrestre, ce petit cœur de fission silencieux alimentera en continu une base humaine à 384 000 km de chez nous. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est le projet Fission Surface Power de la NASA. Et il va tout changer dans notre façon d'explorer l'espace. Parce que oui, nous sommes sur le point de franchir une étape majeure. Passer du statut de visiteurs occasionnels de la Lune à celui de résidents permanents. Parlons cash. Vous ne pouvez pas coloniser la Lune avec des panneaux solaires. Je sais, ça fait mal aux oreilles des défenseurs du renouvelable, mais les lois de la physique sont têtues. Sur la Lune, une nuit dure 14 jours terrestres. 14 jours d'obscurité totale où la température plonge à moins 173 degrés Celsius. Vos panneaux solaires deviennent alors aussi utiles qu'un climatiseur en plein hiver. Et ne me parlez même pas des cratères polaires, ces zones d'ombre éternelles où le soleil n'a jamais brillé depuis des milliards d'années. C'est pourtant là que nous voulons nous installer, parce que c'est là que se cache le trésor, la glace d'eau, cette eau qui servira à boire, à respirer et surtout à fabriquer du carburant pour aller sur Mars. Le réacteur nucléaire que la NASA développe produira 100 kW en continu. Pour vous donner une idée, c'est suffisant pour alimenter une vingtaine de maisons américaines moyennes. Sur la Lune, ça représente l'alimentation d'un habitat complet, des systèmes de communication vitaux, des laboratoires scientifiques et même la recharge de rovers d'exploration. Jour et nuit, tempête solaire ou pas, ce petit monstre de technologie continuera à tourner. Si vous voulez participer au projet de cette chaîne et suivre ces avancées révolutionnaires avec moi, abonnez-vous, merci. Mais attention, les États-Unis ne sont pas seuls dans cette course. La Chine prépare sa propre base lunaire pour 2035, en partenariat avec la Russie. L'Europe, l'Inde et le Japon ont leurs propres ambitions. Celui qui maîtrisera l'énergie nucléaire sur la Lune aura un avantage stratégique énorme. C'est comme contrôler les puits de pétrole, mais à 384 000 km d'altitude. Il y a même des discussions sur des zones d'exclusion autour des installations nucléaires. Imaginez des territoires lunaires de facto interdits aux autres nations pour des raisons de sécurité. Cela soulève des questions juridiques fascinantes, car le traité de l'espace de 1967 interdit formellement la revendication de territoires extraterrestres. Mais comment faire respecter ce principe quand votre voisin installe un réacteur nucléaire à côté de votre future base? L'ingénierie derrière ce projet est absolument dingue. Nous parlons d'un réacteur à fission utilisant de l'uranium faiblement enrichi, conçu pour fonctionner sans la moindre maintenance humaine pendant 10 ans minimum. Sur Terre, nos centrales nécessitent des équipes de techniciens 24 heures sur 24. Sur la Lune, ce petit bijou devra se débrouiller tout seul, dans un environnement où la moindre panne pourrait signifier la mort des astronautes. L'environnement lunaire ne fait pas de cadeaux. Des températures qui oscillent entre moins 173 degrés Celsius et 127 degrés Celsius, des radiations cosmiques sans protection atmosphérique, des micrométéorites qui bombardent constamment la surface, et cette poussière de régolithes qui s'infiltre partout et abîme tout ce qu'elle touche. Le réacteur doit non seulement survivre à tout cela, mais continuer à produire de l'électricité de façon stable et sûre. Ce n'est pas la première fois que nous envoyons du nucléaire dans l'espace. Dès les années 1960, l'Union soviétique et les États-Unis ont équipé des satellites de petits réacteurs. Plus récemment, le projet Kilopower a démontré qu'un réacteur miniature pouvait fonctionner de manière autonome et fiable. Mais installer un réacteur sur la surface d'un autre monde, c'est un défi d'une toute autre ampleur. Cette technologie s'inscrit dans la stratégie Artemis, le programme le plus ambitieux de la NASA depuis Apollo. Artemis 1, en 2022, a testé avec succès la capsule Orion autour de la Lune. Artemis 2, prévu pour 2026, emmènera 4 astronautes en orbite lunaire pour la première fois depuis 1972. Artemis 3, l'année suivante, marquera le retour historique de l'humanité sur la surface lunaire, probablement près du pôle Sud. Mais les missions suivantes, Artemis 4 et 5, vont plus loin. Elles prévoient l'installation de modules permanents, soutenus par la station orbitale Gateway. Et c'est là que le réacteur nucléaire devient indispensable. Sans énergie fiable et constante, impossible de maintenir une présence humaine durable. Impossible d'extraire cette précieuse glace d'eau des cratères polaires. Impossible de transformer la Lune en tremplin vers Mars. Car oui, l'eau lunaire n'est pas juste utile pour boire et respirer. Elle peut être décomposée en hydrogène et oxygène, les composants parfaits d'un carburant de fusée. Imaginez, au lieu de transporter tout le carburant depuis la Terre à prix d'or, nous pourrions faire le plein directement sur la Lune. Cela révolutionnerait complètement l'économie spatiale et rendrait les missions vers Mars infiniment plus abordables. L'exploration robotique prépare déjà le terrain. La mission Lunar Trailblazer devait cartographier la répartition de l'eau, mais elle a
échoué suite à une panne de communication début 2025. Heureusement, d'autres projets prennent le relais. Lucy Knight vise à installer des instruments sur la face cachée de la Lune, loin des interférences radioterrestres. Le programme CLPS permet à des entreprises privées de livrer du matériel scientifique sur la surface, préparant l'arrivée de technologies plus lourdes comme le réacteur. Le rover Viper, initialement annulé puis ressuscité via un partenariat public-privé, aura pour mission d'explorer les gisements de glace et de tester les techniques d'extraction. Sans énergie fiable, un tel rover resterait limité à quelques semaines d'autonomie. Avec un réacteur nucléaire, il pourrait recharger ses batteries indéfiniment ou alimenter des bases relais pour des expéditions de plusieurs mois. Mais la Lune n'est pas qu'un simple terrain d'entraînement pour Mars. C'est un laboratoire scientifique unique au monde. Sa surface, non perturbée par l'érosion ou la tectonique des plaques, conserve l'histoire de notre système solaire. Ces cratères racontent le bombardement intensif qui a marqué les premiers âges cosmiques. Son environnement stable en fait l'endroit idéal pour installer de gigantesques télescopes qui scruteraient l'univers sans interférence atmosphérique. Tous ces projets scientifiques ambitieux nécessitent de l'énergie, beaucoup d'énergie. Le nucléaire offrirait cette liberté de ne plus dépendre des caprices du Soleil ou des contraintes du stockage d'énergie. Il permettrait des opérations continues, jour et nuit, été comme hiver lunaire. Les défis techniques du déploiement restent monumentaux. Le réacteur doit être assemblé de manière robotisée, car les premiers astronautes d'Artemis ne resteront que quelques jours sur la surface. Les connexions électriques, les systèmes de refroidissement et les capteurs de sécurité doivent fonctionner parfaitement du premier coup. Une seule erreur d'assemblage pourrait compromettre des années de développement et des milliards de dollars d'investissement. La sécurité nucléaire dans l'espace pose aussi des questions inédites. Sur Terre, nous avons des protocoles d'urgence, des équipes d'intervention, des hôpitaux spécialisés. Sur la Lune, les astronautes seront seuls face à d'éventuels problèmes. Le réacteur devra donc intégrer des systèmes d'arrêt automatiques, ultra fiables, et des moyens de confinement passif qui ne nécessitent aucune intervention humaine. L'innovation technologique ne s'arrête pas là. Ce réacteur lunaire servira de banc d'essai pour des technologies encore plus avancées. La NASA explore déjà les réacteurs à sel fondu, potentiellement plus sûrs et plus efficaces. Elle étudie aussi les systèmes de refroidissement par rayonnement thermique adaptés au vide spatial. Chaque leçon apprise sur la Lune préparera les futurs réacteurs martiens, où les défis seront encore plus complexes. Tempête de poussière globale, atmosphère corrosive, distance de communication énorme avec la Terre. Bien sûr, transporter un réacteur nucléaire sur la Lune soulève des défis logistiques et sécuritaires considérables. Le lancement doit être absolument sûr, avec un blindage suffisant pour éviter tout risque de contamination en cas d'accident. Sur place, il faut éviter que les radiations ne menacent les astronautes. Les ingénieurs prévoient d'installer le réacteur à plusieurs centaines de mètres des habitats, reliés par des câbles électriques enterrés, ou même de le placer derrière une colline naturelle pour limiter l'exposition. Le défi logistique est tout aussi complexe. Transporter un système lourd et volumineux coûte une fortune. La NASA compte sur les nouvelles fusées géantes comme le Space Launch System ou le Starship de SpaceX pour acheminer cette charge utile critique avec une seule mission. Une fois sur place, le déploiement se ferait automatiquement avec des bras robotiques ou des rovers spécialisés, car les astronautes ne seront pas toujours présents lors de l'installation. Cette course au nucléaire lunaire s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu. La Chine ne cache pas ses ambitions de dominer l'espace cislunar. Sa coopération annoncée avec la Russie inquiète les Occidentaux, qui y voient une alliance spatiale potentiellement hostile. Être le premier à disposer d'une source d'énergie nucléaire opérationnelle sur la Lune, c'est envoyer un message clair. Nous avons la capacité technologique de rester ici aussi longtemps que nous le voulons. L'aspect économique de cette révolution énergétique lunaire est tout aussi fascinant. Aujourd'hui, chaque kilogramme envoyé vers la Lune coûte entre 50 000 et 100 000 $. Avec un réacteur nucléaire produisant de l'énergie locale, nous pourrions alimenter des usines de production d'oxygène, d'hydrogène et même de matériaux de construction à partir du régolithe lunaire. Imaginez des imprimantes 3D géantes fonctionnant en continu pour construire des habitats, des pistes d'atterrissage ou des installations industrielles. Cette autonomie énergétique transformerait la Lune d'un simple avant-poste scientifique en une véritable colonie autosuffisante. Le secteur privé observe cette révolution avec un intérêt non dissimulé. SpaceX développe déjà des versions cargo de Starship spécifiquement pour le transport de charges lourdes vers la Lune. Blue Origin travaille sur son atterrisseur Blue Moon, capable de livrer plusieurs tonnes d'équipements. Ces entreprises savent qu'une fois l'énergie nucléaire disponible, une ruée vers l'or lunaire pourrait commencer. Extraction de métaux rares, production de carburant spatial, tourisme lunaire de luxe, centres de données profitant du froid et du vide spatial. Les opportunités commerciales sont infinies. Mais le véritable game changer, c'est la perspective d'un réseau électrique lunaire.
Ce premier réacteur ne sera que le début. La NASA envisage déjà l'installation de plusieurs unités nucléaires reliées par des câbles enterrés ou des systèmes de transmission sans fil. Imaginez un maillage énergétique couvrant les zones les plus stratégiques de la Lune, les pôles riches en glace, les sites d'atterrissage, les observatoires astronomiques. Ce réseau permettrait une redondance cruciale. Si un réacteur tombe en panne, les autres prennent le relais automatiquement. Pourtant, l'exploration spatiale reste fondamentalement collaborative. La Station spatiale internationale a prouvé que même en pleine guerre froide technologique, la science peut transcender les rivalités nationales. La station Gateway, par exemple, est un projet international associant la NASA, l'Agence spatiale européenne, le Japon et le Canada. Il n'est pas impossible que le nucléaire lunaire, malgré ses enjeux stratégiques actuels, finisse par bénéficier à toute l'humanité. Les prochaines années vont être décisives. Artemis 2 nous rapprochera du vol habité lunaire, Artemis 3 posera de nouveau le pied humain sur notre satellite et les missions robotisées testeront des technologies cruciales. Forage dans la glace, extraction de ressources, construction avec du régolithe, déploiement d'infrastructures énergétiques. Et quelque part dans ce planning chargé, un conteneur blindé renfermant un cœur nucléaire attendra son tour pour embarquer vers la Lune. Quand on y réfléchit, ce projet représente une évolution logique. Sur Terre, les centrales nucléaires fournissent une énergie fiable depuis 60 ans. Dans l'espace, nous utilisons le nucléaire depuis les sondes voyageurs jusqu'à Curiosity sur Mars. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'alimenter un robot lointain, mais de donner aux humains les moyens de vivre et travailler dans un environnement où chaque watt d'électricité peut faire la différence entre la vie et la mort. D'ici 2030, si tout se déroule comme prévu, un petit coin de la Lune sera éclairé en permanence, chauffé et alimenté par ce cœur de fission silencieux. Ce sera une victoire technique impressionnante, mais aussi un symbole puissant. La preuve que l'humanité peut non seulement visiter d'autres mondes, mais s'y installer durablement. Et ce petit réacteur lunaire ne sera que le premier d'une longue série, préparant notre expansion vers Mars, les astéroïdes et peut-être un jour vers les étoiles.